Prison à vie ou la peine de mort en République démocratique du Congo. Cela fait 10 ans depuis qu'un moratoire a été signé pour ne plus appliquer la peine de mort. Vous suivrez dans ce journal la réaction d'un spécialiste en la matière. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu annonce la reprise imminente des activités dans la cité de Bunagana, une année après sa prise par les terroristes du M23. En Ituri, la situation humanitaire reste préoccupante dans les 6 aires de santé des Nizi. Plus de 90 000 déplacés manquent presque de tout. 2 personnes ont trouvé la mort à Lubumbashi suite aux accrochages entre les militants de 2 partis politiques, tous membres de l'Union sacrée de la nation. Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé 50, direction Bunagana, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, annonce la reprise imminente des activités plus d'une année après sa prise par les terroristes du M23. C'est dans une correspondance adressée à l'administration provinciale dont l'ANER, DGM, DGDA, l'OCC et PNHF. Le gouverneur militaire demande à l'administration civile comme militaire de prendre toutes les dispositions pour équiper la frontière sous escorte de la force de l'EAC. Et dans le Haut-Katanga, 2 personnes ont trouvé la mort à Lubumbashi suite aux accrochages entre les militants de 2 partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation. Il s'agit notamment de l'UDPS et c'est de l'UNAFEC du fait Gabriel Kungwa-Kumwanza ce vendredi 7 juillet. L'information date du jeudi dernier. Effectivement, il y a eu 2 morts à la suite des affrontements entre les militants de l'UDPS et la JUNAFEC, qui est la jeunesse de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'ex-parti de Kungwa-Kumwanza. Tous les 2 partis sont membres de l'Union sacrée. Ils se battent au sujet du contrôle, autour du contrôle des arrêts des bus de Kilobé-Lobé et Bongonga. Et à la suite des échauffourées, il y a eu 9 blessés et 2 décès ainsi que plusieurs dégâts enregistrés. Selon le commissaire provincial de la PNC, le colonel Lunga, la situation est redevenue calme, mais les tensions sont toujours observées sur le terrain en attendant qu'une solution durable soit trouvée. Pour l'instant, c'est calme. En Ituri, plus de 99 400 déplacés manquent presque de tout. À Nizi, affecté par les conflits armés, ces derniers vivent dans des conditions difficiles. Dans 22 sites, des déplacés dans la zone de santé de Nizi, en territoire de Djougou, a rapporté vendredi le médecin-chef de cette zone de santé, le docteur Jean-Claude Lonzama. La situation humanitaire reste préoccupante dans les 6 aires de santé de Nizi, à environ 30 km au nord de Bunia. Selon plusieurs sources, ces déplacés reçoivent ni assistance en vivres, ni médicaments. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, a été destitué hier vendredi par les élus de la capitale de la République démocratique du Congo. En fait, 34 députés sur les 41 qui ont pris part au vote ont décidé de faire tomber le président de l'organe délibérant de Kinshasa. À son absence, par conséquent, il a saisi la Cour constitutionnelle. C'est au cours de la plénière présidée par le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Chibalabala, que Godin Poyi a été destitué de ses fonctions de président de cette assemblée. Au total, 41 députés ont pris part au vote, alors que l'assemblée est composée de 47 députés. Et donc, 34 ont voté pour le départ de Godin Poyi. Et cela se fait en son absence, alors que la loi veut qu'à chaque destitution, la personne interpellée puisse donner sa version des faits devant l'assemblée constituante, ce qui constitue en quelque sorte une irrégularité des procédures. Là où les bas blessent encore, c'est lorsque cette motion intervient juste directement après la brouille entre le président de l'Assemblée provinciale Godin Poyi et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Le premier a demandé au second de s'expliquer sur les fictifs rémunérés par l'administration provinciale et sous les comptes parallèles qui échappent au contrôle de l'organe délibérant. Crime de lèse-majesté que Ngobila n'a pas digéré. D'où sa manipulation, selon certains observateurs, de députés provinciaux d'Ombozi Wambozi à la tête pour obtenir le départ du dérangeur Poyi du bureau de cette première institution de la province. Non sans raison, car sinon la motion du MLC serait arrivée à une autre occasion que celle-ci de mésentente entre les deux
sommité de la province. D'après certains observateurs de la scène politique congolaise, c'est inconcevable de s'en prendre à la personne qui réclame le contrôle et épargner celle censée être contrôlée. La logique serait plutôt beaucoup de voir les députés provinciaux convoquer les gouverneurs pour qu'ils s'expliquent sur les griefs portés contre lui que vouloir partir leur président parce qu'il a exigé un contrôle de la gestion de la chose publique, ce qui est d'ailleurs de la prérogative de ces députés provinciaux. Les Quinois doivent-ils comprendre que les bons diseurs ne sont pas les bons faiseurs? Doivent-ils compter encore sur les députés provinciaux alors que la ville-province de Kinshasa ne reflète pas ce qu'elle devait être à l'approche des grands enjeux et aussi à l'approche des Jeux de la francophonie? La question mérite d'être étudiée. Le collectif des avocats de Salomon Kalonda fixe l'opinion sur l'arrestation de leurs clients. Ils estiment par exemple que les préventions mises à sa charge de l'opposant Idi Kalonda sont fantaisistes. Ils dénoncent les violations graves de droits de l'homme à l'endroit de ces derniers. Après plus d'un mois de détention par le service de sécurité du bras droit de Moïse Katumbi Chapwe, Salomon Escadela, son sort semble scellé. Mais les incriminations portées contre lui demeurent encore floues. Pour ses avocats, ces accusations sont fantaisistes et ne résisteront à la moindre critique objective. Je pense que le moment viendra, nous en parlerons parce que si on devrait fixer ces dossiers, nous allons plaider cette cause-là, nous allons démonter ces irrégularités et la juridiction, je crois, compétente va tirer toutes les conséquences de droit. Et que devient la valeur juridique des déclarations qui seraient prises et que notre client dise que ça a été extorqué? Pour nous, ces déclarations n'ont pas de valeur pour la simple raison que notre client avait ses avocats et qui était prêt à l'assister. Ce n'est pas qu'on va le défendre. Les avocats ne défendent pas. Devant les chevaliers de la plume, les avocats dénoncent les violations procédurales qui ont émaillé l'arrestation de leurs clients et la détention de Salomon Escadela. Attirent l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur le fait que leurs clients continuent à être détenus arbitrairement et illégalement et appellent au respect de ces droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la RDC et qu'il ne ménagera aucun effort pour dégager la responsabilité individuelle de quiconque, de façon directe ou indirecte, aura concouru ou continue à concourir à toutes ces violations décriées. 1 000 $ et 500 $, c'est la cagnotte remise respectivement à la gagnante de la deuxième édition de Miss Indépendance et aux deux autres dauphines par Ecobank RDC en présence de son directeur général, Véronique Keshala, promotrice de cet événement culturel, a remercié Ecobank pour son accompagnement. Associé à la deuxième édition de Miss Indépendance 2023 qui a fermé ses portes après un succès total, Ecobank RDC vient de réaliser sa promesse faite dans le cadre de son partenariat avec le comité organisateur de cet événement culturel de grande envergure. Ce vendredi, la gagnante Océane Ambapeto ainsi que les deux dauphines ont ouvert leur compte Ecobank et obtenu leur carte MX Ecobank Jeune en vue du retrait d'une somme de 1 000 $ pour la gagnante et 500 $ pour les deux dauphines. Je suis très contente, on a été très bien reçus par l'Ecobank, on a eu l'occasion de visiter les locaux, c'était une très bonne expérience et je suis très contente qu'on ait pu recevoir nos cadeaux. Déjà, je suis satisfaite de voir qu'ils ont tenu leur parole et qu'on a reçu nos cartes MX. Et c'est vraiment satisfaisant. Alors, je suis très satisfaite parce que je suis honorée aussi de voir qu'il y a le comité de l'événement qui tient à ses promesses, à tout ce qu'il nous a promis. Et c'est vraiment une satisfaction pour moi de pouvoir aujourd'hui recevoir mon enveloppe, comme promis. Fier d'avoir été associé à cet événement, Alassane Sorgo, directeur général de Ecobank RDC, livre ici ses impressions. Je suis particulièrement heureux que nous ayons pu associer le nom d'Ecobank à cet événement. Parce que pour nous,
Quand on est accueilli dans une communauté, nous sommes un groupe bancaire panafricain, quand on est accueilli dans une communauté, il est important aussi que nous contribuions aux efforts de la communauté, principalement quand il s'agit de la culture, quand il s'agit de promouvoir l'excellence, quand il s'agit d'accompagner les jeunes. C'est quelque chose d'assez important pour le groupe Ecobank et nous sommes très heureux d'avoir participé à cet événement et nous pensons que c'est une collaboration qui va tenir dans la durée. Présente à cette brève cérémonie, la présidente de la Fondation Oumou et promotrice de Miss Indépendance, Madame Véronique Kachala, s'est voulue très reconnaissante envers Ecobank RDC. L'Ecobank nous a accompagnés la première fois l'année passée et cette année encore il a compris. Je tiens énormément à remercier Ecobank du geste réalisé et même ils nous ont promis encore grand pour l'année prochaine. Le concours Miss Indépendance qui est déjà à sa 2e édition concerne toutes les filles de nationalité congolaise de toutes les provinces et a pour objectif de promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal a séjourné à Kananga où il a entrepris plusieurs activités relatives aux missions principales de cette entreprise, entre autres assister et faciliter les activités des chargeurs congolais dans la province. Après avoir rencontré les responsables des structures économiques provinciales, à savoir la FEC, la Copemeco, la FENAPEC et beaucoup d'autres devant qui il a expliqué l'objet de sa mission qui est celle de donner les moyens de réhabiliter le pont Lueta, effondré depuis plusieurs mois. Le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal, William Kazumba, a convié les notables de Luisa, notamment l'administrateur du territoire, le chef de la cité et d'autres, afin d'avoir leur adhésion dans la réhabilitation de ce pont à intérêt commun. Nous avons reçu des instructions de la part du chef de l'État pour qu'on vienne regarder les problèmes de ce pont qui est tombé. Toujours dans son souci d'accomplir la mission principale de l'OGFREM, le DG Kazumba était arrivé sur le pont Lueta qui relie les territoires de Luisa au Kasaï central avec 2 provinces, notamment la province de Lomami et Lualaba dans le Katanga. Sur place et entouré des responsables de la FEC, William Kazumba a remis le chèque contenant les moyens financiers pour la réhabilitation de cet ouvrage à grande importance économique. C'est ce chèque que le premier citoyen de la République, Fachi Béton, a envoyé pour que ces travaux démarrent et démarrent le plus tôt que possible. C'est comme ça que devant vous, le peuple congolais bénéficiaire de cet ouvrage, j'ai tenu à remettre ce chèque de manière solennelle entre les mains du représentant du gouverneur de province, mais le chèque est établi au nom de la direction provinciale de l'office de route Kasaï central. Un geste très bien accueilli par les responsables chargés de l'exécution de ces travaux qui ont rassuré le numéro 1 de l'OGFREM de leur accompagnement dans ces travaux car la souffrance qu'endurent les commerçants et usagers de ces ponts n'avait que trop duré. La Cour des comptes appelle les autorités attirées à sanctionner des assemblées provinciaux n'ayant pas déposé à la Cour leur édit budgétaire. Conformément à l'article 32 de la loi organique de cette Cour, les dites assemblées fonctionnent en violation de la loi. Benjamin Moudiata nous en parle. Au cours de son point de presse dans la salle d'audience Léon Kangoadondo portant sur la reddition des comptes, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a étalé à l'opinion publique les grands retards enregistrés aux chefs des exécutifs provinciaux pour le dépôt à la Cour de leur projet d'édit portant reddition des comptes, chose qui pour le premier président de la Cour, Jimmy Munganga, est assimilée à une faute de gestion et mérite des sanctions conformément à l'article 32 de la loi organique de cet organe judiciaire de contrôle. Comme le gouvernement provinciaux ont l'obligation de retourner vers l'autorité budgétaire pour expliquer comment ils ont exécuté le budget, comment ils ont utilisé les autorisations qui leur étaient données d'exécuter le budget en recettes tout comme en dépenses. Pour les provinces, cette session prend fin le 30 juin. Les assemblées provinciales ne peuvent pas examiner ce projet de loi des finances ou le projet d'édit
aussi longtemps que la loi portant reddition de comptes n'est pas encore votée au Parlement. Tout comme le gouvernement provincial, ils n'auront pas de budget. Et si un gouvernement n'a pas de budget, au plus tard, la fin de la session budgétaire, ce gouvernement doit tomber. Les provinces visées par cet appel aux sanctions est la ville-province de Kinshasa, Mongala, Congo central et Mai-Ndombe, et a donc loupé. Alors que les défenseurs de droits humains et certains abolitionnistes plaident pour la réinsertion sociale des criminels susceptibles d'encourir la peine des morts, les concernés eux-mêmes voient de notre œil cette option en la transformant au libertinage ou au laisser-faire parce que leur fortune leur permettra de recouvrer la liberté une fois poursuivis ou incarcérés dans l'éventualité pour homicide ou n'importe quelle infraction portant atteinte aux vies humaines. Pour en parler, nous recevons Maître Chishik Fataki, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, également coordonnateur national de l'ASBL Secours de la jeunesse. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Alors dites-nous, que veut dire peine de mort? Madame, nous compatissons aux différentes familles qui ont perdu les leurs, d'abord ici dans notre pays, à l'occasion de tout ce que nous décrions ces derniers temps. Il s'agit bien évidemment des différents cas d'enlèvement. Et venons-en maintenant par rapport à la prescription, à ce qui prévoit la loi. La loi a prévu différentes peines, notamment la peine de servitude pénale, la peine capitale ou la peine de mort. Il y a aussi la peine d'amende, mais aussi d'autres peines subsidiaires. Mais s'agissant de la peine de mort, il s'agit bien évidemment d'une sanction qui va au-delà de la privation de la liberté, c'est-à-dire lorsqu'un civil a commis un fait fractionnel dont la teneur a une gravité extrême, notamment les cas d'assassinat, notamment d'autres cas liés à l'association des malfaiteurs, et lorsque la peine de mort est prononcée s'il s'agit d'un civil, ce civil devrait en principe, conformément aux articles 5 et 6 du Code pénal congolais, cette personne auteur de cette infraction et la personne qui serait, dont la peine de mort serait prononcée, pouvait être pendue s'il s'agit d'un civil, par la pendaison, soit encore on pouvait fusiller cette personne s'il s'agirait d'un militaire. Donc la peine de mort consiste par l'exécution physique d'une personne condamnée par la peine de mort. Est-ce que le concept peine de mort est toujours applicable en République démocratique du Congo? Alors, il y a toujours des tendances, soit encore des courants. Il y a les courants abolitionnistes, c'est-à-dire certains pays, certains partisans qui pensent qu'on pouvait abolir cette peine de mort, la peine de mort qui serait à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi contraire à la Constitution, notamment la Constitution de notre pays, en son article 16, qui prône la sacralité de la vie humaine. Mais aussi, il y a un autre courant des rétentionnistes qui pensent qu'il va falloir maintenir l'application, soit encore l'applicabilité de la peine de mort, parce que ça pouvait dissuader d'autres criminels qui penseraient qu'une fois en prison, il suffirait seulement de purger sa peine et puis on pouvait retourner dans la société. Mais ces personnes pouvaient encore récidiver. Raison pour laquelle il y a d'autres courants qui pensent qu'on ne devrait pas abolir la peine de mort. Mais s'agissant particulièrement de notre pays, il y a eu les travaux parlementaires en 2019. On devrait aborder pour voir si on pouvait effectivement abolir la peine de mort. Parce que notre pays qui avait ratifié au pacte universel, au pacte civil, des droits civils et politiques, avait même été signé. Le moratoire a été prévu depuis 2003. Mais aujourd'hui, dans notre pays, d'une part, il y a l'applicabilité du code pénal qui met en évidence la continuité de la peine de mort. Mais de l'autre côté, il y a les moratoires, c'est-à-dire il y a un moratoire, une abolition des faits. On a sursis l'exécution de la peine de mort depuis 2003 jusqu'à ce jour. Il y a encore une tâche à faire, c'est-à-dire les parlementaires devraient normalement mettre en place les mécanismes pour parfaire à l'exécution parfaite de l'abolition de la peine de mort. Nous pouvons dire que nous sommes devant une situation ambivalente. D'autre côté, d'une part,
il y a les textes qui recommandent, qui reconnaissent l'application de la peine de mort, mais de l'autre côté, il y a aussi la déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la Constitution qui prend la sacralité de la vie humaine, d'où il y a en quelque sorte une ambivalence. Nous ne savons pas. Devons-nous continuer à appliquer la peine de mort, soit encore devons-nous considérer comme si la peine de mort serait déjà abolie. Donc les parlementaires, notamment la commission PAJ, doit en principe activer les choses pour l'effectivité de l'abolition de la peine de mort. Mais nous avons aussi un avis contraire quant à nous. Nous avons un autre point de vue que nous pouvons mettre en place lorsque peut-être si Dieu nous prête vie, on serait à ce niveau-là comme des parlementaires. C'est-à-dire, nous pensons qu'on peut envisager d'autres peines qui pouvaient abolir d'abord la peine de mort, mais aussi qui pouvaient dissuader les criminels qui sont passibles de la peine de mort. Et aujourd'hui, est-il possible de retrouver encore ces jeunes gens dans les rues de Kinshasa en cas, par exemple, de grâce présidentielle? Non, ce qui est vrai, même la grâce présidentielle a des conditions. La grâce présidentielle comporte des conditions. Moi, je ne pense pas qu'une personne qui serait condamnée par la peine de mort, la peine capitale, quand bien même qu'il existerait encore un moratoire, que cette personne se retrouve facilement en liberté à la suite d'une grâce présidentielle. Moi, je pense que les personnes qui sont condamnées par la peine de mort, s'il y a grâce présidentielle, peut-être on pouvait envisager comment commuer leur peine de mort. La peine de mort, par exemple, a une peine de perpétuité. La grâce présidentielle ne voudrait pas dire qu'on efface complètement la punissabilité pour certains crimes aussi odieux que soit-il. Merci beaucoup, Maître Tchik Fataki, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Merci. En Espagne, des pluies diluviennes provoquent d'impressionnantes inondations à Saragosse, située dans le nord de l'Espagne, entre Madrid et Barcelone. Des habitants perchés sur leurs voitures ou dans les arbres pour échapper à des torrents de boue. Des véhicules emportés de l'eau s'engouffrant dans des supermarchés. Selon plusieurs sources, aucune victime n'est à déplorer jusque-là. Tournée européenne du président ukrainien Volodymyr Zelensky a quitté son pays vendredi vers la Turquie dans le but de rencontrer son homologue turc. Question pour lui de renouer les relations bilatérales entre les deux nations, surtout négocier son adhésion à l'OTAN, comme l'indiquent plusieurs sources. Au menu de leurs échanges, l'accord s'est réallié avec la Russie. Volodymyr Zelensky compte sur l'implication d'Erdogan à ces sujets, craignant que la Russie n'interrompe la coopération, ce qui peut entraîner son pays dans un chaos total, surtout que son territoire demeure sous l'agression russe. Le président ukrainien recherche également l'appui de son homologue turc à son adhésion à l'OTAN. L'Ukraine s'est dit ne pas vouloir laisser échapper aucune possibilité de finir avec cette guerre. D'où, après la République tchèque, il n'a pas hésité à rencontrer Erdogan dans les buts de les convaincre pour s'assurer de son adhésion effective au sein de l'OTAN. Toujours insatisfait, s'est dit Zelensky, juste après leurs échanges avec le président turc, et il n'hésite de prononcer ces paroles, je cite, « Je pense qu'il n'y a pas assez d'unité au sein de l'OTAN, pourtant c'est très important pour la sécurité du monde entier. » Et juste à 3 jours de la tenue de l'Assemblée générale de l'OTAN à Vilnius, Zelensky veut peser de toutes ses possibilités pour décrocher cette fois une adhésion certaine au sein de l'organisation nord-atlantique qui peut le rassurer d'une suite favorable à la guerre qui sévit sur son territoire. Démarré le samedi 1er juillet au Stade des Martyrs à Kinshasa, la première édition du tournoi FATICAP s'est clôturée hier. Les Léopards de la RDC ont arraché la médaille d'argent, abattant le Diable Rouge du Congo-Brazzaville sur le score de 2-1. Cette première édition a commencé avec 4 nations et non 6 comme prévu initialement. Place au rappel des titres à présent. Prison à vie ou peine de mort en République démocratique du Congo. Cela fait 10 ans depuis qu'un moratoire a été signé pour ne plus appliquer la peine de mort. Vous avez suivi dans ce journal la réaction d'un spécialiste en la matière. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu annonce la reprise imminente des activités dans la cité de Bunagana, une année après sa prise par les terroristes du M23. En Ituri, la situation humanitaire reste préoccupante dans les 6 aires de santé des Nizi. Plus de 90 000 déplacés manquent presque de tout.
2 personnes ont trouvé la mort à Lubumbashi suite aux accrochages entre les militants de 2 partis politiques, tous membres de l'Union sacrée de la Nation. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.